choisir Téléplus pour vous servir. Madame, Monsieur, de partout où vous êtes, bienvenue dans cette émission que vous affectionnez bien dans vos maisons, l'émission Autour du plan. Oui, comme vous le savez très bien, le procès Vital Caméré poursuit son bonhomme de chemin au niveau de la justice. Et pour cela, il y a tant d'épilogues, tant de questionnements en cours des routes par rapport à sa mise en liberté provisoire. D'autres bouches saluent la perspicacité légendaire de la justice congolaise, en ce sens qu'à ces jours, celle-ci est neutre, donc irréprochable. Est-ce que toutes ces allégations ont leur raison d'être? Tentative de réponse dans cette émission Autour du plan qui reçoit pour vous Maître Marcel Djunga Dionga, qui est libre penseur, quelqu'un à ne pas présenter dans les installations de Téléplus, dans les cadres de l'émission Autour du plan, à qui je dis bonsoir, Maître Marcel Djunga Dionga. Bonsoir Claudie. Comment allez-vous? Je tiens, je peux aller. L'actualité vous oblige d'être là et surtout qu'il s'agit de votre nation, pays chéri, et qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Le plus beau pays du monde, le pays qui est au centre de l'Afrique et c'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien. Alors, d'entrée d'IG, Maître Marcel Djunga Dionga, aujourd'hui, Vital Caméré est aux arrêts et dont le procès poursuit son bonhomme de chemin au niveau de la justice. Alors, la question serait de savoir, est-ce que la justice, encore moins la procédure judiciaire et les conditions de détention à sa charge, j'allais dire, de Vital Caméré, parce que certaines bouches sont en train d'insinuer en ce sens que les conditions de détention sont arbitraires pour Vital Caméré, de l'accusé Vital Caméré. Alors vous aussi, vous partagez cet avis ou comment? Sinon, oui, explication. Voilà, je pense que vous avez utilisé plusieurs termes qui sont des termes assez piquants. Une arrestation arbitraire, la justice, le procès. Voilà, bien des termes qui doivent être expliqués. Et ma position par rapport à la détention de M. Caméré, c'est qu'on ne peut parler de l'arbitraire que lorsque les règles établies ne sont pas respectées. Ça, c'est de 1. Est-ce que dans le cas d'espèce, les règles n'ont pas été respectées? Voyons, lorsqu'une personne est accusée, la loi le reconnaît comme innocent tant qu'il n'y a pas encore de jugement. Il bénéficie d'une présomption d'innocence. Ok, la présomption d'innocence veut que les services de la justice puissent trouver des éléments qui sont essentiels à la détention. C'est pour cela, je disais tantôt dernièrement que sous d'autres cieux, on préfère que le bandit soit en liberté que des innocents en prison. Donc il faudrait que la justice puisse travailler. Le travail de la justice, c'est un travail qui est énorme. Il faut vraiment que la justice travaille les gens sont mis en accusation. C'est ce que ça veut dire la présomption d'innocence. Exact. Voilà, parce que la liberté est tellement sacrée qu'il faut la conserver. Dans le cadre de M. Caméré, il a été convoqué et il s'est présenté lui-même. Et le magistrat, au vu des éléments, il a décidé qu'il soit placé sous le régime de mandat d'arrêt provisoire. Ce régime de mandat d'arrêt provisoire permet au magistrat de retenir l'inculpé encore 5 jours afin de le présenter devant son juge naturel, qui est le seul habilité à constater la régularité de l'arrestation. Et il y a eu justement ces constats qui a abouti à la détention préventive. Et de la détention préventive, M. Caméré va encore en appel et la justice considère que la liberté ne peut pas encore être octroyée. Dans les pratiques du barreau, plutôt de la justice et des cours et tribunaux, des infractions comme détournement, ce sont des infractions graves. Et il est établi que, sauf exception, dans les cas d'espèce, on ne libère pas. Il y a tellement de gravité. Vous savez, pour gérer
Lorsque vous êtes accusé des détournements de deniers publics, ça touche à la moralité, ça touche à des éléments qui sont essentiels, très sensibles de la société. Et là, dans tous les cas, lorsque vous passez dans les tribunaux, jamais on a libéré dans ces cas-là. Donc il ne s'agit pas ici des arrestations arbitraires comme certaines personnes sont en train de l'insinuer. Non, l'arrestation arbitraire, c'est quand on ne respecte pas les règles. Les règles de procédure. Et les conditions dans les cas d'espace, les conditions de détention? Voilà, ça c'est une autre paire de manches. La prison centrale a été construite pour une population 10 fois moins que celle qu'elle enregistre aujourd'hui. Voilà. Vous ne pouvez pas, lorsque une maison est prévue pour accueillir 5 personnes et vous êtes à 20 et prétendre que les conditions sont bonnes. Non. Mais lorsqu'ils sont en train de réclamer les conditions de détention de Vitali Kamere à la prison centrale de Makala, alors qu'on lui autorise aussi de faire usage des téléphones mobiles, il peut tout faire, tout ce qu'il veut, mais on est en train par contre de réclamer les conditions de détention qui ne sont pas bonnes. Est-ce que toutes ces allégations sont bonnes? On a raison d'être. Je n'ai pas bien compris la question. Non, je repose ma question pour dire ceci. Les militants de l'UNC sont en train de réclamer les conditions de détention de leur leader, Vitali Kamere, dont on fait mention ici. Mais alors que Vitali Kamere, depuis la prison centrale, est en train de faire usage des téléphones mobiles, il peut tout faire, tout ce qu'il veut, mais alors qu'on est en train de réclamer des conditions de détention qui ne sont pas bonnes, est-ce que toutes ces allégations ont leur raison d'être? Bon, il faut faire la différence entre les politiciens et ceux qui sont au service de la justice. Donc, lorsque les politiciens disent que leur leader n'est pas est dans de mauvaises conditions, il faut prendre ça avec pincettes, parce que je pense que déjà le fait d'être en prison ne peut pas justifier déjà le fait qu'une liberté est privée. Il y a une limitation dans la façon de procéder, limitation dans la façon de vivre. On n'est pas libre de tout faire lorsqu'on est en prison. Donc, si vous me dites, moi j'ai passé d'abord cette information qu'il a l'usage du portable, etc., mais seulement je pense que la liberté est restreinte dans tous les horizons lorsqu'on est en prison. Alors justement, par rapport à la liberté provisoire, d'abord cette demande de mise en liberté provisoire à Vitali Kamere a été rejetée à plusieurs fois. Ouais. Et alors, en ce qui concerne le prochain procès, peut-on s'attendre à une probable mise en liberté provisoire à sa charge, d'autant plus qu'il y a des indices sérieux de culpabilité à charge de Vitali Kamere? Et surtout lorsqu'il s'agit de détournement des fonds, parce que c'est une situation désastreuse dont vous venez de faire mention tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, a priori, ce serait très très difficile que M. Kamere soit mis en liberté, parce qu'il y a déjà un procès qui a commencé, et dans ce procès, ils ont solliciter le huis clos, c'est-à-dire qu'on puisse justement procéder par une chambre de conseil pour solliciter cette liberté. J'aimerais quand même dire là-dessus, c'est que devant cette demande qui est constitutionnelle, lors du procès, il fallait que le procès s'arrête pour qu'on accorde justement cette possibilité à statuer sur la liberté. On ne peut pas justement commencer le procès sans pour autant statuer sur un cas qui est constitutionnel. La liberté est quelque chose de sacré et la Constitution a dit que cette liberté ne peut être privée que exceptionnellement. Et donc lorsque un justiciable sollicite, ça c'est pour le besoin pédagogique, lorsqu'un justiciable sollicite la liberté provisoire, le juge ne devrait pas commencer déjà à instruire, parce que le préalable était d'analyser si réellement les conditions de liberté étaient réunies. Et c'est justement après qu'il fallait commencer par l'instruction du dossier. Mais seulement,
Je crois que la médiatisation... Puisque c'est un dossier, allais-je dire, qui touche à la sensibilité des gens, alors on ne peut pas lui accorder la mise en liberté provisoire. Une fois que cette mise en liberté est faite et donnée, lui est accordée, peut-on dire que les consorts-là, eux aussi, vont bénéficier de cette mise en liberté provisoire. Non, mais Glody, le juge ne dépend pas de la sensibilité du dossier. Le juge est fondé par la loi. D'accord. Donc le juge n'a pas besoin de dépendre pour instruire un dossier du fait de la médiatisation du dossier, du procès ou du fait des cris qu'il peut y avoir en dehors de l'enclos de la prison. Non, ce n'est pas de cette façon que le juge procède. Il peut y avoir des clameurs, mais le juge statue en fonction des règles qui sont établies pour conduire un procès. Lorsque un justiciable réclame sa liberté, enfin, en sollicitant la constitution d'une chambre de conseil, on ne peut pas passer à l'instruction. Mais ce qui a été fait, c'est qu'on a fait l'instruction et ensuite constituer la chambre du conseil. La loi n'a pas prévu ça. Parce que la liberté est constitutionnelle et elle est sacrée. C'est justement la bonne administration de la justice. Voudrait qu'on commence par statuer si les conditions de la mise en liberté provisoire étaient réunies. Et alors, ça, c'est... Que pensez-vous de sa première audition? Vous l'avez suivi en direct de la chaîne nationale. Comment avez-vous trouvé les jugements de Vitali Kamere devant le juge? Est-ce qu'il était passé à côté de la plaque ou il était en train simplement de tromper la vigilance de la foule? Ou comment? Explication. Maître Marcel Diouma. Je ne suis pas M. Kamere pour savoir s'il avait peur ou non. Vous êtes quelqu'un de loi, quand même, vous connaissez tout ce qui se passe là-bas. Mais vous ne pouvez pas non plus manquer un petit mot par rapport à cette audition, quand même. Non, mais vous savez, le procès, il est encore long. Hein. Il ne faut peut-être pas... déjà en amont, on peut dire que déjà ça dessine mal, ça se dessine mal, ça sent les roussis pour Vitali Kamere. Pas forcément, pas forcément. Explication. Donc, de cette façon, vous prêtez des tendances à la justice et ça, ce n'est pas ce que le chef de l'État est en train de prôner en parlant de l'État de droit. Donc, on ne peut pas, par la manière dont, dans les cas d'espèce, M. Kamere répondait, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tiens, il n'a pas reconnu un tel, tiens, il n'a pas reconnu un tel autre. Ce n'est pas des éléments aussi... ça, on est encore dans les préliminaires. On ne peut pas directement dire le fait que le monsieur a nié ou pas nié, et c'est ça qui fonde sa... Non. Vous êtes avocat de votre État. Lorsque vous traitez une matière assez juridique, vous ne faites pas allusion ou encore moins faire des choses en amont. Par contre, vous les faites en aval. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous faites ce genre de choses, vous les faites en perspective et non par rapport à ce qui précède, je ne sais pas moi, un fait. Mais alors, en regardant la symbiose, encore moins la schématisation de ces procès, qu'est-ce que Maître Marcel Diouma aura conseillé, n'est-ce pas, au collectif des avocats de Vitali Kamere? Parce que ça sent déjà les roussis. Bien, d'abord, je ne suis pas l'avocat de M. Kamere, ni l'avocat de la République. Donc, je parle en tant que juriste, en tant qu'avocat. Donc, ils connaissent leur travail. Ils n'ont qu'à travailler le dossier dans le sens de pouvoir aider leurs clients. L'avocat ne sèche pas. L'avocat, même si la tendance de tout le monde est qu'il y ait directement condamnation, l'avocat ne sèche pas. L'avocat doit bien... Parce que la force d'un avocat, ce n'est pas le fait de connaître tous les dossiers du monde, tous les principes de droit du monde. Non. L'avocat doit connaître le dossier qui lui est soumis. Je pense que dans des dossiers comme celui-là, l'avocat devrait étudier très bien le dossier. Ne pas paniquer, ne pas se dire que je suis victime d'un complot. Non, l'avocat doit être en dehors de toutes ces pressions, analyser très bien son dossier, quelles sont les failles et quelles sont les failles de l'adversaire et quelles sont les failles de leurs clients.
Et c'est autour de ça qu'ils doivent travailler, pas comme monsieur tout le monde, non, je suis victime. Ou... Non, 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 non. L'avocat doit rester indépendant d'esprit pour pouvoir scruter son dossier avec beaucoup d'efficacité. Et en lisant son dossier, en jetant un regard perspicace sur le dossier, l'avocat peut trouver des éléments qui puissent l'aider à solliciter justement l'acquittement de son client. Mais pas indépendant de toute la pression qu'il y a dans la société. Voilà, c'est comme si les dés étaient déjà jetés, non? Voilà, nous allons suivre un petit élément pour nous reposer un petit peu. Nous allons suivre ça religieusement pour en commenter sur ces plateaux. Et c'est parti. Cette lettre d'engagement, vous avez été trompé quelque part? On a été dupé, c'est la duperie. Et donc, ce sont des méthodes vieilles au Congo auxquelles nous voulons mettre fin à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas sérieux. Et si j'ai signé avec Félix Tshisekedi à Nairobi, c'est la transparence, la clarté. Et nous sommes unis par une seule chose, l'obsession de servir le Congo pour que ce pays finalement rentre sur le chemin du développement. Mettre fin à toutes les antivaleurs dans notre pays. Et comprendre qu'accéder à une fonction, c'est une charge, c'est une responsabilité. Ce n'est pas pour aller piller. Nous allons mettre fin au pillage des ressources du Congo. Nous allons mettre fin au détournement des deniers publics et tout le monde sera sanctionné. La justice sera réellement indépendante. Contextualisant les faits corruption de ce qui a été Vital Kamerhe d'avant et celui d'aujourd'hui. On voit une très grande différence, alors que là, il parlait de l'anticorruption et aujourd'hui, on peut dire que son propre piège lui a attrapé. Vous savez, diriger, être un leader politique, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Les politiques, c'est de bons parleurs. Il faudrait justement allier les actes, les paroles aux actes. Et en Afrique, la plupart de nos politiciens sont des bons parleurs. Ça, c'est un fait. Je suis désolé, mais c'est ce que je vois dans les Africains. En fait, nous aimons parler, utiliser des gros mots, par exemple justice, nous allons changer notre pays, et nous ne mesurons pas ce que cela demande exactement. Vous savez, entre les paroles et les actions, il y a un véritable clivage. Donc, agir dans le sens d'exécuter ce que l'on pense demande beaucoup de sacrifices, beaucoup. Un État de droit où la justice est au-dessus de la politique, ça ne se construit pas en un jour. Exact. Ça ne se construit pas avec des paroles, ça se construit avec des discours politiques, non. Je suis désolé. Et je suis désolé. Donc, la construction d'un État de droit demande l'apport de tous. Demande à ce que nous puissions être conscients que nous sommes malades. Et si vous n'êtes pas conscient que vous êtes malade, vous n'allez rien changer. Et c'est ça la vérité qu'il faut savoir. Fin de la carrière pour Vital Kamerhe. Au regard de cette problématique, peut-on dire aujourd'hui qu'à la prochaine présidentielle de 2023, alors il est ipso facto écarté de la course parce qu'une personne impliquée dans l'affaire des corruptions ne peut pas postuler parce qu'il n'est pas digne, sûr, pour gérer les institutions de la République, les cas pour Vital Kamerhe. Deux choses que vous relevez, fin de carrière et fin de course par rapport à 2023, deux concepts différents. Exact. Je ne pense pas qu'on puisse mettre un terme à la vie d'une personne. C'est Dieu qui contrôle le monde. Personne ne peut prédire qu'une personne se finit pour lui. Mais c'est la loi, la loi. Non, mais là on parle de la carrière. Là, on parle de la carrière. Justement, est-ce que la carrière politique de l'homme en question est finie? Je ne suis pas Dieu pour vous dire c'est fini parce que cette personne a fait ça. C'est fini. Non. Mais par rapport aux élections de 2023, justement, là, la loi vous rattrape. Et encore faut-il qu'il y ait cette condamnation. Parce que si
M. Kamere n'est pas condamné à l'issue de ce procès, rien ne se passera. Parce que il ne pourra être reconnu corrompu que sur base d'un jugement définitif le condamnant. Il a été parmi, je dirais, les directeurs des cabinets du président de la République et non de la présidence de la République. Et parmi les 9 autres superviseurs du projet des 100 jours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui, en fait, qui exécutait la mission. Et aujourd'hui, il est soupçonné des détournements des fonds alloués pour la construction, n'est-ce pas, pour la vision du président de la République concernant son programme des 100 jours. Aujourd'hui, il peut être innocenté ou pas, mais le fait déjà d'être cité dans la corruption, vous ne voyez pas que c'est là un tâche aussi sur sa vie politique, sa carrière politique, en quelque sorte. Bien. Là, vous dites une chose, vous dites que il est cité dans le cas de la corruption, mais il faut qu'on puisse... Corruption et détournement. Ben justement, il faudra que cela soit corroboré justement par un jugement qui le condamne. Ce n'est pas le fait de citer une personne parmi les voyous et les délinquants qu'après on découvre qu'il n'est pas délinquant. Il est en train de chercher des boucs émissaires. Écoutez, lorsqu'une personne... Thomas Louaka Los Angeles était aussi un des superviseurs de ces projets des 100 jours. Ouais. Il faut aussi impliquer Bruno Tshibala. Le gouvernement Bruno Tshibala, vous ne voyez pas qu'il est en train de chercher des boucs émissaires? Il ne veut pas porter sa propre croix lui seul. Monsieur Glody, c'est vous les journalistes. Qui sont réellement, parce que moi je veux aussi comprendre là-dessus, qui sont réellement les superviseurs de ce programme? Il faudrait déjà savoir qui étaient des superviseurs. Parce que moi je ne suis pas prêt à jeter les dés par rapport à un procès comme ça. Mon travail d'avocat me permet de me réserver, parce que la vérité... De vous réserver, mais aussi de mettre un point de vue, d'autant plus que vous êtes justement, penseur. Ma réserve est à quel niveau? Je ne peux pas, justement, statuer sur des cas que je ne connais pas. Ça, c'est des 1. De 2, je ne veux pas dépendre de ce que les réseaux sociaux racontent. De 3, je vous dis que la vérité, c'est quelque chose avec laquelle on ne badine pas. La vérité ne court pas les rues. La vérité, il faut la trouver. Elle se cache. Et la vérité appartient à ceux qui la recherchent. Donc, si les avocats des Kamere ne cherchent pas la bonne vérité, leur client sera condamné. Les avocats de la présidence doivent aussi creuser pour pouvoir trouver les mots qui puissent, pas de la présidence, l'avocat de la République, trouver les mots pour justement démontrer de ce que le ministère public a retenu comme infraction. Mais laissez-moi quand même, ici, expliquer en fait. Je vous donne à vos journalistes une matière. Lorsque le président de la République est élu, il y avait un gouvernement intermédiaire, issu d'un autre pouvoir. D'accord. Et du coup, on décide d'aller dans un programme d'urgence. Est-ce que la grande question est, est-ce qu'il y avait nécessité de ce programme? Vous êtes journaliste, c'est notre pays à nous. Est-ce qu'il y avait nécessité qu'il y ait un programme d'urgence dit du chef de l'État? Est-ce qu'on a mesuré le contour économique, juridique et social de ce projet? C'est ça le grand problème. Nous sommes dans un pays où on pense qu'on peut raconter tout le monde. On dit couleur jaune, c'est couleur beige et tout le monde accepte. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit, nous ne devrions pas, si nous voulons aider, moi je suis heureux de ce que nous ayons eu une alternance au sommet et que nous ayons un président que tout le monde aime, que tout le monde veut que ça puisse marcher. Mais ça ne marchera pas si nous restons dans des demi-vérités, dans le mensonge. Maître Marcel Djunga Dionga, mais cela n'est pas le cas dans la Mouka. Ben justement, la Mouka n'est pas la République. La Mouka, c'est une frange, c'est une branche de l'opposition. Donc moi, ici, je suis en train de dire, à l'avènement du président Tshisekedi, il y avait des bruits partout, tout le monde était content qu'au moins nous avons un changement au sommet de l'État. Mais nous devons capitaliser ce changement
effectivement, pas avec des slogans. Je suis désolé, le programme de 100 jours, était-il important de le faire? Mais est-ce que Attendez, oui, allez-y. est-ce que ce programme était bien étudié dans le principe, parce que je suis quelqu'un, je suis en même temps un avocat, mais je travaille beaucoup dans le principe de management, etc. Lorsque vous voulez réussir un projet, vous devez définir d'abord les objectifs. Bien définir les objectifs. Vous devez faire ce qu'on appelle des examens réfléchis. Vous devez vous remettre en question. Vous devez tirer des leçons de ce qui n'a pas marché hier. Il y a des principes pour réussir un projet. Mais au départ, il faut savoir, est-ce que ce projet, il est viable? Le principe de passation de marché, M. Glody, qu'on ne vous trompe pas, est-ce que les sociétés choisies, il y avait tout un comité? Je ne pense pas que dans ce comité, il n'y avait qu'une seule personne. Il y avait tout un comité. Choisi selon les compétences et les secteurs dans lesquels le projet devait être orienté. Exact. OK? Mais le principe de base d'un marché public, c'est que pour qu'on puisse accorder un marché public, il faut qu'il y ait des études de faisabilité. Il faut que la personne à qui on confie le marché public soit à la hauteur. C'est-à-dire, on doit savoir est-ce qu'on est en face d'un homme sérieux. Est-ce que cet homme a déjà fait dans le passé des activités, de tels projets qui ont marché? Est-ce qu'on a respecté tout ça? Donc on n'a pas fait mention. Justement, il y a ces préalables-là. Il y a ces préalables. C'est-à-dire, on dit oui, projet d'urgence de 100 jours, mais est-ce que urgence existe sans priorité? Est-ce que urgence existe sans ordre? Est-ce que urgence existe sans le respect des règles? Au regard de cette problématique, la responsabilité revient à Félix Tshisekedi ou à ses conseillers. Ou d'autant plus qu'on n'a pas fait bien tous ces concours, tous ces contours, parce qu'on devrait maintenant faire l'étude, normalement faire l'étude de faisabilité. Si vous voulez mon avis là-dessus... Si cela n'a pas été le cas, on peut dire que la responsabilité est incombée au chef lui-même ou à ses conseillers. Ça, c'est trop rapide pour conclure. Donc, il y a ceci. Si ça ne dépendait que de moi, la responsabilité est partagée. Totalement partagée. C'est tout ce monde qui doit être mis en cause. Attends, vous pensez qu'il est nécessaire de mettre les chapeaux sur un homme seulement, pendant que les autres sont aussi des têtes pensantes? C'est un cas de désordre dans lequel tout le monde a dû faire n'importe quoi. Cela n'était pas un piège pour Félix Tshisekedi à Vital Kamerhe. Je ne suis pas politicien pour répondre à ça. C'est des intéressements au niveau du président de la République. Il dit absolument rien. Je ne suis pas politicien par rapport à ça. Moi, je réponds à des... Qui est abandonné à son triste sort. Monsieur Glody, je te réponds par rapport au principe de droit et le principe de base. Si, déjà au départ, le projet, ce n'est pas quelque chose de mûri, ça veut dire n'importe qui a fait n'importe quoi dessus. Il faut non seulement remettre en question la personne qu'on a remis en question, mais tout le monde. Pour moi, la responsabilité incombe à tout le monde. À tout le monde, à l'exception de personne. À l'exception du chef de l'État. Parce que lui, c'est une personne... Qui donne une vision. Qui donne une vision. Il a besoin que vous puissiez... Et à ses collaborateurs d'exécuter. Oui, justement. Moi, j'étais à la place du chef de l'État, je remets en question tout le monde. Tout le monde, y compris Kamerhe. Mais exactement, parce que c'est votre directeur de cabinet. C'est votre directeur de cabinet. Alors, puisque certaines bouches révèlent assez qu'il y a des indices sérieux de culpabilité à charge de Vital Kamerhe, parce que ça sent les roussis, voilà l'expression qui me revient toujours à l'esprit, ouais. Ça sent les roussis dans ces dossiers. Et Kamerhe, quant à lui, qui ne décolère pas la démarche amorcée par les instances judiciaires pour l'arrestation de son évêque, Daniel Massaro. Pourquoi toute cette agitation de la part de Vital Kamerhe? Est-ce qu'il a peur en ce sens que tout ce qu'il a fait comme détournement ne puisse pas être démystifié aux yeux de tous ou comment? Donc M. Kamerhe tremble? On peut dire ainsi. Bon, de toute façon, il y a une chose. Moi, je ne sais pas
je ne suis pas M. Kamere pour justement répondre à cette réalité-là. Parce que agitation, il peut y avoir, oui, parce que dans la mesure où le dossier, ce n'est pas un dossier simple, c'est un dossier dans lequel, effectivement, il y a certains soupçons qui montrent réellement que M. Kamere n'a pas été correct. Mais il faut toujours faire un bémol. Un effet qui fait apparaître, je ne sais pas moi, qui est en train de montrer l'argent à la taille de sa fille, l'argent de toute une république comme ça. Maître Marcel Dionga, pouvez-vous accepter ce genre de choses? Ben, Monsieur Glody, j'aimerais qu'on puisse quand même... L'argent à la taille de sa fille? Non, mais j'aimerais qu'on puisse quand même faire un bémol là-dessus. Parce que là, on vous présente quelqu'un qui présente l'argent sur de sa maison. Et laisse-moi vous dire une chose. Allez-y. Vous, pour faire le lien entre ces images qui se passent et le droit et un voyage, nous ne devons pas encourager dans notre pays le fait que les images qu'on fait passer aux réseaux sociaux sont des vérités. Sinon, nous n'allons jamais faire des choses sérieuses. Ouais. Glody, c'est une bêtise que d'avoir de l'argent et de le démontrer. C'est une irresponsabilité. D'accord. Mais sur le plan de droit, je me retrouve face aux avocats, aux magistrats. Comment je fais le lien entre l'image qui passe à la télé et le vol de l'argent de l'État? Parce qu'on est neveu d'un tel. Non, il ne faudrait pas que... C'est des livrogneries mentales, on peut dire ainsi. Non, mais d'abord, c'est une bêtise. C'est une bêtise et ça montre un degré d'irresponsabilité totale qu'on ait de l'argent, on fait passer à la télé. Ou plutôt sur les réseaux sociaux. Et là, voilà, j'ai de l'argent à la taille de ma fille. Et à peu près quand vous comptez, c'est dans les 2 millions de dollars. C'est pas normal. C'est de l'irresponsabilité totale. C'est un manque criant d'éducation. Mais seulement, faire le lien de ça et les détournements, il faudrait qu'il y ait de preuves qu'on puisse donner. Il faudrait qu'il y ait de preuves de droit. Et ça ne constitue pas une preuve, non. Donc, Kamere doit remettre l'argent de l'État. C'est à la justice de décider de cette façon. C'est la justice. C'est la justice qui a Qui a ce monopole. Ouais, qui a ce monopole d'imposer au travers d'une décision. Parce qu'il y a des moyens pour l'État congolais de récupérer l'argent qui lui est volé. Il y a des moyens. On peut identifier des biens de la personne condamnée pour pouvoir récupérer l'argent de l'État. On peut saisir un compte en banque et si ce compte s'avère être le compte de X qui est condamné par la justice, l'État doit récupérer son argent, c'est normal. Aujourd'hui, Vital Kamere et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont jurés de ne pas se séparer un jour politiquement. Aujourd'hui, Vital Kamere n'est plus à la présidence de la République. Vous ne pensez pas que Félix Tshisekedi est abandonné à son triste sort parce qu'il y a un vide qui se creuse au niveau de la présidence de la République avec ces 3 ans et quelques mois qui lui restent? Cet homme de la personne de Félix Tshisekedi sera-t-il à la hauteur de sa tâche? D'autant plus qu'on avait toujours l'habitude de dire Vital Kamere coaché, Vital Kamere coaché. Aujourd'hui, ces coachings-là, Félix Tshisekedi ne va plus en bénéficier. On a tendance à enterrer vite les gens et on a tendance à donner beaucoup de crédit aussi facilement aux gens. Parce qu'au Congo, il suffit qu'une certaine clameur, coaché, 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 et tout le monde dit que voilà, c'est un tel qui était à l'origine, c'est un tel sans un tel. Non. Je pense que le président Tshisekedi